Il ouvre les yeux et déjà, quelqu'un regarde ailleurs. La lumière du monde n'est pas douce, elle juge. Avant même de comprendre les mots, l'enfant sent la comparaison dans l'air. Une voix félicite un autre, un ton s'adoucit pour un frère, un silence s'abat quand il s'agit de lui. Il ne sait pas encore ce qu'est la valeur, mais il comprend déjà qu'il y a une hiérarchie des regards. La première blessure ne vient pas du manque d'amour, mais de sa répartition. Les neuroscientifiques le confirment. Dès 6 mois, un nourrisson distingue l'expression de fierté et celle de déception. Le cerveau du bébé lit le visage de ses parents comme une sentence. Un sourire devient approbation, un froncement de sourcils devient verdict. Chaque geste d'attention façonne sa carte intérieure du monde. Quand les éloges se dirigent toujours vers un autre, le message s'imprime « Je ne suis pas celui qu'on attendait ». Cette phrase silencieuse devient fondation. Elle creuse dans la psyché une faille invisible, un vide qui réclamera toute une vie d'effort pour être comblé. L'enfant comparé naît dans la compétition sans jamais l'avoir choisi. Il respire dans l'ombre d'un autre, cherchant la lumière dans les interstices du regard parental. Et chaque fois qu'il croit l'atteindre, l'ombre s'étend à nouveau. La psychologie développementale parle ici de conditionnement évaluatif. L'enfant apprend que son existence n'a de valeur que lorsqu'elle se mesure à celle d'un autre. Il ne cherche pas à être, il cherche à surpasser. Le jeu devient performance, le dessin devient examen, le silence devient faute. L'amour, au lieu d'être nourriture, devient récompense. Et quand l'amour est une récompense, le cœur devient un bureau de comptabilité. Jung aurait dit que c'est là que naît le complexe du miroir. L'enfant ne se perçoit plus à travers son propre centre, mais à travers l'image déformée du favori. Il devient acteur dans un théâtre où il ne connaît pas le texte. Son « je » se confond avec la recherche de validation. Il vit sous l'œil d'un dieu domestique, celui du regard parental, et ce dieu ne pardonne pas les demi-victoires. Dans les traditions anciennes, on racontait que certains enfants naissaient sous un astre froid, non pas maudit, mais destiné à apprendre l'amour sans témoin. Ce sont les fils de la comparaison, ceux à qui le monde a appris, trop tôt, que l'affection pouvait être pesée. Ils grandissent en croyant que la justice émotionnelle existe, qu'elle peut être gagnée par mérite. Mais le cœur des parents n'est pas un tribunal. Il est simplement humain. Et l'enfant qui ne le comprend pas transforme cette humanité en blessure. Les neurosciences affectives montrent que les comparaisons répétées activent les mêmes zones cérébrales que le rejet social. L'amygdale s'allume, la dopamine chute, le corps réagit comme s'il était puni. Chaque préférence observée est interprétée comme une menace à la survie émotionnelle. Le système nerveux enregistre la douleur comme une preuve « je ne suis pas assez ». Le manque devient identité. L'enfant comparé développe alors une hyperconscience du détail. Il scrute le ton des voix, la durée des éloges, le poids des silences. Il devient un détecteur d'injustice. Mais ce don, au lieu de le libérer, l'enferme. Il vit dans l'attente du déséquilibre, dans la peur de décevoir, dans la rage silencieuse de ne jamais suffire. Son amour devient compétition, son talent devient supplication. Les traditions chrétiennes diraient qu'il porte le sceau de Caïn, celui qui offre, mais dont le sacrifice n'est pas choisi. Le monde admire Abel, le favori, celui dont l'offrande semble pure. Et Caïn, dans sa solitude, apprend la rancune du non-vu. Mais avant la colère, il y a la tristesse. Cette fatigue ancienne de donner sans être regardé. L'enfant comparé est un Caïn silencieux, condamné à sourire, pendant qu'un autre reçoit la bénédiction. Et pourtant, dans ce vide, une conscience particulière naît. À force d'être ignoré, il apprend à se voir lui-même. À force de chercher la lumière, il découvre qu'elle brûle autant qu'elle éclaire. Son regard devient lucide, presque cruel, mais profondément humain. Il comprend que la valeur ne se mesure pas à la fierté d'autrui, mais à la capacité de continuer à donner même sans applaudissements. Mais il n'en est pas encore là. Pour l'instant, il n'était qu'un enfant qui observe le monde par la vitre du favoritisme. Et dans cette transparence douloureuse, il se promet en silence. Un jour, ils verront. Il apprend vite que l'amour n'est pas gratuit. Chaque sourire reçu semble mérité, chaque absence de regard, une sanction. Dans sa tête d'enfant, une équation s'installe. Si je réussis, je vaux quelque chose. Si j'échoue, je disparais. Ce n'est pas de la logique, c'est une survie émotionnelle. Il construit son être comme une maison de verre, fragile et transparente, toujours prête à être évaluée. Les psychologues parlent ici de valeur conditionnelle, cette illusion selon laquelle l'estime de soi dépend du résultat, non de l'existence. Chez l'enfant comparé, cette illusion devient loi. Il ne vit pas pour expérimenter, mais pour prouver. Tout devient miroir. Les notes, les compliments, les gestes, chaque réussite apaise une minute, chaque échec ravive la honte ancienne. Ce n'est plus un jeu, c'est une dette. Les neurosciences confirment cette mécanique tragique. Quand un enfant reçoit des signes d'approbation, son cerveau libère de la dopamine. Mais si cette approbation est intermittente, imprévisible, elle devient addictive. Le cerveau s'y accroche comme à une drogue rare.
L'amour inconstant, mesuré, forge la dépendance émotionnelle la plus puissante, celle de plaire à tout prix. Le plaisir de la reconnaissance remplace la sécurité de l'existence. L'enfant mesuré ne vit plus pour lui-même. Il vit dans un théâtre invisible, où le public change sans cesse de place. Il devient caméléon, miroir, stratège. Il devine les attentes, ajuste son ton, ses gestes, son rire. Il ne ment pas, il s'adapte. Son authenticité devient trop risquée. Montrer son vrai visage, c'est risquer le rejet. Alors il perfectionne son masque, et ce masque, avec le temps, devient sa peau. Dans la symbolique jungienne, c'est la naissance du faux self, ce moi social façonné pour survivre au jugement. L'enfant comparé devient acteur de son propre rôle, oubliant le texte originel. Il n'est plus un être, mais un projet. Chaque sourire devient performance, chaque silence, un aveu de défaite. Et derrière les yeux sages, il y a une voix qui répète « Fais mieux !» Encore. Les traditions spirituelles anciennes parlaient du poids de la balance céleste. Dans l'Égypte antique, on croyait que l'âme devait être plus légère qu'une plume pour entrer dans l'au-delà. L'enfant mesuré vit cette croyance à chaque instant. Il pèse ses gestes, ses mots, ses émotions. Il craint d'être trop lourd pour mériter l'amour. Et dans cette quête de légèreté, il s'efface. Les psychologues modernes observent que ce conditionnement mène à ce qu'on appelle l'estime de soi contingente, un système où la valeur personnelle fluctue selon le jugement des autres. Le cerveau se met à chercher constamment des preuves de mérite. Chaque compliment devient oxygène, chaque critique, suffocation. L'enfant vit en apnée émotionnelle. Il cherche sans cesse à respirer à travers l'admiration des autres. Mais le plus cruel, c'est que cette dynamique continue à l'âge adulte. Le corps grandit, la logique se raffine, mais la peur reste la même. Et s'il préfère encore quelqu'un d'autre? Cette question hante ses relations, son travail, ses amours. Il devient perfectionniste, compétitif, charmant. Il apprend à briller, mais pas à exister. Son sourire est une armure polie par la honte. Jung aurait dit qu'il est devenu prisonnier de son archétype solaire, toujours en quête de lumière, incapable d'habiter l'ombre. Il ne sait plus que faire de ses échecs. Il les cache, les nie, les travestit en récits de force, mais derrière chaque victoire se cache la même peur primitive. Suis-je enfin assez bon? Dans les textes bouddhistes, on dit que celui qui cherche à être digne de l'amour en a déjà oublié la nature. L'amour véritable n'exige pas de preuves, mais pour l'enfant comparé, cette idée est inconcevable. Il ne croit pas à l'amour inconditionnel, il ne l'a jamais vu. Alors, il le remplace par la perfection. Et la perfection devient son Dieu silencieux. Il ne sait pas encore que cette quête est sans fin, car plus il s'approche du sommet, plus la montagne s'élève. L'amour qu'il cherche n'est pas au sommet, mais sous ses pieds, dans l'être qu'il a cessé d'habiter pour survivre. Mais pour oser le retrouver, il devra affronter la peur la plus profonde, celle d'être aimé sans raison. Il y a des enfants dont le cerveau devient un instrument de mesure, pas un organe de joie, mais un détecteur de fautes. Chaque geste, chaque mot, chaque note est passé au crible invisible du jugement. Le cerveau de l'enfant comparé n'est pas tranquille, il vibre d'attente, de peur, de désir de reconnaissance. Il ne cherche pas le plaisir, il cherche la preuve. Et cette quête s'imprime jusque dans sa biologie. Les neuroscientifiques ont observé que les enfants exposés à la comparaison chronique développent une hyperactivation du cortex singulaire antérieur, la zone qui évalue les erreurs et les conflits internes. Cela signifie que leur cerveau est littéralement programmé pour détecter le pas assez. Leur système dopaminergique, censé récompenser la réussite, se dérègle. Il libère moins de plaisir et plus d'anxiété. L'échec, ou même la simple absence de validation, devient douleur physique. Ce phénomène porte un nom, l'apprentissage de l'insuffisance. Il ne s'agit pas d'une croyance, mais d'un câblage. Le cerveau associe la sécurité à la performance, l'amour à la perfection. L'enfant cesse de jouer, il s'évalue. Il cesse de rêver, il compare. Et chaque victoire, au lieu d'apaiser, amplifie le vide. Car plus il réussit, plus la peur du déclin grandit. La psychologie comportementale décrit ce cycle comme une dépendance au renforcement variable. C'est la même loi qui régit les addictions. L'intermittence des récompenses crée la compulsion. Quand l'amour arrive par fragments, un compliment ici, une fierté rare là, le cerveau en redemande. Il devient esclave de l'imprévisible. L'enfant comparé grandit comme un joueur de hasard affectif. Chaque regard parental est une roulette émotionnelle. Les traditions mystiques comprenaient déjà ce piège. Dans les textes hindous, on parle du samsara de la reconnaissance, le cycle infini de la recherche d'approbation. Celui qui vit pour être validé renaît sans cesse dans la même douleur. Le monde devient un miroir brisé, multipliant les reflets sans jamais montrer le vrai visage. L'enfant comparé se regarde dans ses morceaux, mais ne s'y trouve jamais. Les études de l'université de Harvard ont démontré que le rejet social, même subtil,
active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique, l'insula et le cortex somatosensoriel. Être ignoré ou moins aimé fait mal comme une brûlure. Le corps enregistre la comparaison comme une blessure de survie. Le message biologique est clair. Si je ne suis pas choisi, je suis en danger. Et ce danger reste inscrit dans les tissus jusque dans l'âge adulte. Les années passent, mais le cerveau garde la mémoire du déséquilibre. Il continue de chercher des repères, de calibrer sa valeur selon l'extérieur. Même dans la réussite, il doute. Même dans l'amour, il soupçonne. Il ne se croit jamais légitime, car la dopamine ne sature jamais. Le plaisir d'être vu s'efface avant d'être senti. C'est le drame invisible du comparé. Il gagne sans jamais se sentir victorieux. Jung aurait parlé ici du complexe d'infériorité compensée. Ce paradoxe où l'individu, pour fuir le sentiment d'insuffisance, s'élève vers la performance excessive. Il devient brillant, admirable, mais intérieurement vide. Chaque succès est une rustine sur un gouffre. Et plus il brille, plus la nuit intérieure s'étend. La neurobiologie moderne appelle cela le déficit d'auto-renforcement. Le cerveau dépend des récompenses externes pour activer ses circuits de plaisir. Autrement dit, sans validation, il s'éteint. C'est pourquoi l'enfant comparé devient adulte épuisé, toujours productif, jamais en paix. Il travaille pour se prouver, aime pour se justifier, respire pour mériter l'air. Mais derrière cette architecture du manque, une vérité plus profonde sommeille. Ce n'est pas la comparaison qui détruit, c'est la croyance qu'elle dit la vérité. Le cerveau peut désapprendre la peur, recréer la sécurité sans miroir. Des études récentes en neuroplasticité montrent que la méditation, l'art ou simplement l'expression authentique active les mêmes circuits que la reconnaissance sociale. L'amour intérieur peut, littéralement, reprogrammer le système nerveux. Et c'est là que la science rejoint la sagesse ancienne. Ce que l'on cherche dans le regard des autres, le corps peut le produire lui-même. Mais pour cela, il faut briser la phrase gravée dans le cerveau. « Je ne suis pas assez ». Il faut lui opposer une autre, plus silencieuse, mais plus vraie. « J'existe, donc je vaux ». Ce sera la première pierre de sa libération. Mais avant d'y arriver, il devra affronter le plus cruel des ennemis, le frère parfait, celui dont l'ombre le poursuit depuis l'enfance. Dans chaque famille, il existe une lumière, et toute lumière projette une ombre. L'enfant comparé vit dans cette pénombre, non pas parce qu'il est moins aimable, mais parce qu'il est placé trop près du soleil. Le favori, celui qui reçoit sans demander, devient le centre autour duquel gravitent tous les autres. Ce frère, réel ou symbolique, incarne l'impossible. Il est l'échelle invisible que l'enfant comparé monte sans jamais atteindre le sommet. Les anciens mythes racontent déjà cette tragédie. Abel et Caïn, Jacob et Ésaü, Joseph et ses frères, l'histoire se répète. Un aimé et un oublié, un choisi et un regardé de loin. L'amour parental devient une couronne que l'un porte et que l'autre convoite. Mais la blessure du comparé n'est pas seulement la jalousie, c'est l'injustice cosmique. Il ne comprend pas pourquoi la lumière ne se partage pas, alors il transforme son manque en mission, devenir meilleur que le favori, ou disparaître. La psychologie analytique y voit la naissance de l'archétype du rival blessé. Ce n'est pas une haine véritable, mais une quête d'équilibre. Le comparé cherche à rétablir la balance divine. Chaque victoire du favori devient un rappel de son infériorité. Chaque compliment adressé à l'autre devient un écho qui martèle « pas toi ». Ce refrain résonne jusque dans les rêves, jusque dans les amours futurs, où il choisira sans le savoir des partenaires qui lui rappellent ce frère inaccessible. Les neurosciences émotionnelles montrent que ces comparaisons prolongées altèrent le circuit de récompense. L'enfant finit par associer le succès d'autrui à une menace directe. Son cerveau sécrète du cortisol, pas de dopamine. Autrement dit, la joie de l'autre devient sa douleur. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la biologie. Son système nerveux ne sait pas coexister avec la victoire étrangère. Il y lit une preuve de sa non-valeur. Dans la mythologie grecque, le favori est souvent béni et maudit à la fois. Narcisse se noie dans son propre reflet. Phaéton brûle le ciel en voulant imiter son père. Le favori brille, mais finit souvent consumé par sa lumière. Et dans l'ombre, le comparé survit. Il apprend la patience, la lucidité, la profondeur. Il devient l'observateur du drame, celui qui comprend avant tout le monde que la gloire est une prison dorée. Mais cette sagesse, il la paie d'une enfance volée. Jung dirait que l'enfant comparé porte le complexe du double. Il ne sait plus qui il est sans la présence de l'autre. Son identité s'est construite en opposition, jamais en essence. Je ne suis pas lui devient sa seule certitude. Il s'efface dans le rôle du reflet. Et plus il tente de s'émanciper, plus il sent le vide. Car l'ombre n'existe que parce que la lumière persiste. Les traditions spirituelles parlent de ce paradoxe comme du drame de l'âme scindée. L'enfant comparé incarne la moitié oubliée de la perfection familiale. Il porte le poids du déséquilibre collectif. Sa souffrance n'est pas individuelle, elle est systémique. Il ressent inconsciemment le devoir de restaurer la justice émotionnelle du clan.
Mais comment guérir un désordre qui ne lui appartient pas? Le favori, souvent inconscient de son rôle, devient le miroir de ce manque. Il n'a rien volé, et pourtant il incarne tout ce que l'autre n'a pas. Le comparé se nourrit alors de contrastes. Il cultive la profondeur face à la légèreté du frère, la sensibilité face à sa force, la réflexion face à sa spontanéité. Et petit à petit, sans le savoir, il forge une autre lumière, plus froide, plus lente, mais plus vraie. Les chercheurs en psychologie familiale parlent de polarisation fraternelle, un mécanisme naturel où les enfants se différencient pour survivre à la comparaison. L'un devient brillant, l'autre discret. L'un séduit, l'autre observe. L'un s'élève, l'autre s'enracine. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. La nature crée des rôles pour que l'amour, même mal distribué, trouve une façon de circuler. Mais l'enfant comparé, lui, ne le sait pas. Dans son esprit, le favori reste l'usurpateur de son droit à l'amour. Il ne comprend pas encore que l'amour parental n'est pas une substance mesurable, mais une maladresse humaine. Tant qu'il cherchera à gagner ce qu'il n'a pas reçu, il restera lié à l'ombre du frère parfait, et son combat sera sans fin. Pour en sortir, il faudra un geste presque impossible. Cesser de se battre. Accepter que l'ombre et la lumière font partie du même ciel. C'est là que naîtra la paix, non pas dans la victoire sur le favori, mais dans la réconciliation avec le miroir. Car en vérité, celui qu'il a toujours cherché à dépasser n'a jamais existé ailleurs que dans son esprit. Il marche droit, parle bien, réussit souvent. Et pourtant, quelque chose trahit son malaise. Une raideur dans la voix, une tension dans le regard. L'enfant comparé, devenu adulte, porte son manque comme un parfum discret, indétectable pour les autres, insupportable pour lui. Il ne dit jamais qu'il souffre. Il prouve qu'il ne devrait pas souffrir. C'est le premier signe, la justification de l'existence. Il ne vit pas, il s'excuse de vivre. Chaque geste est mesuré, chaque phrase calibrée. Il ne supporte pas les compliments sincères. Il lui semble suspect, exagéré. Quand on le félicite, il sourit avec gêne. Son cerveau ne sait pas recevoir, seulement compenser. Les neuroscientifiques décrivent cela comme une dissonance cognitive de la valeur. Le système nerveux refuse les preuves d'amour, car elles contredisent le schéma gravé depuis l'enfance. Tu n'es jamais assez. Le deuxième signe est la perfection épuisée. Tout doit être impeccable, non pas par goût, mais par peur. Une faute, même minime, réveille la honte archaïque du moins que l'autre. Alors il recommence, il corrige, il s'acharne. Ce n'est pas de l'ambition, c'est une fuite. Son esprit ne poursuit pas le succès, il fuit la comparaison. Le moindre écart devient une preuve que la prophétie parentale était vraie, il est inférieur. Dans la mythologie, on dirait qu'il porte le flambeau de Sisyphe. Chaque effort semble héroïque, mais ne fait que repousser la pierre du jugement un peu plus loin. Il ne s'arrête jamais, car l'arrêt serait aveu. Le repos lui fait peur, le silence le rend coupable. Il faut toujours qu'il fasse mieux, qu'il justifie sa place, qu'il répare la faute d'exister sans briller. Le troisième signe est plus tragique encore, la difficulté à aimer sans se comparer. Dans chaque relation, il cherche inconsciemment la hiérarchie. Est-il admiré, respecté, moins aimé que d'autres? L'amour devient arène, la tendresse devient test. Il n'aime pas pour partager, il aime pour être vu. Et quand l'autre l'aime sincèrement, il doute. Car le cerveau habitué à la comparaison ne croit pas à l'égalité. Il cherche toujours la balance, même dans les bras qui le réconfortent. Les chercheurs en psychologie relationnelle parlent de schémas de validation externe. Ces individus mesurent leur valeur à travers le reflet émotionnel d'autrui. L'amour devient un baromètre, jamais un abri. Et quand le regard de l'autre se détourne, même un instant, il se vide. Leur estime s'effondre comme un château de cartes construit sur des yeux. Un autre signe, la modestie défensive. Ils se dévalorisent pour devancer la critique. « Je ne suis pas aussi bon que » devient leur prière de survie. Le ton est léger, presque humoristique, mais le message est grave. Ils préfèrent se rabaisser eux-mêmes plutôt que de revivre le choc d'être jugés par quelqu'un d'autre. C'est une forme d'auto-immunité psychique, attaquer avant d'être blessé. Dans les traditions spirituelles, on appelle cela l'humilité de peur. Ce n'est pas la vraie humilité, celle qui naît de la sagesse, mais une imitation douloureuse née du rejet. Le comparé ne se voit pas petit par lucidité, mais parce qu'on lui a appris que grandir dérangeait. Alors il se fait discret, poli, serviable, il brille sans lumière. Le corps, lui aussi, trahit la blessure. Posture courbée, respiration courte, épaules rentrées. Il ne s'agit pas de timidité, mais de mémoire musculaire du manque. Le corps s'est habitué à ne pas prendre de place. Les neurosciences du trauma parlent de compression somatique. La peur chronique rétrécit littéralement le schéma corporel perçu. Le monde semble trop grand, et lui, trop petit. Le dernier signe est le plus cruel, le succès vide. Il atteint ses buts, mais ne ressent rien. Chaque victoire, au lieu de guérir, approfondit le gouffre. Le cerveau réclame sans fin la validation initiale qu'il n'a jamais reçue.
Il se nourrit de reconnaissance, mais reste affamé. La comparaison devient un régime sans satiété. Jung écrivait que « celui qui vit pour être meilleur que l'autre ne sera jamais lui-même ». Le comparé vit dans cette malédiction. Il grimpe les échelons du monde avec une grâce mécanique, mais son cœur reste au sol, là où l'amour s'est arrêté la première fois. Pour reconnaître ces signes, il faut du courage, car voir la comparaison en soi, c'est revoir les yeux de l'enfance, ceux qui mesuraient tout. Mais c'est aussi la première étape vers la délivrance. Comprendre que la balance n'a jamais été réelle, que la valeur n'a jamais dépendu du poids, mais de la présence. La guérison ne commence pas dans le triomphe, mais dans la chute. Il faut tomber hors de la comparaison pour renaître dans la vérité. L'enfant comparé devenu adulte ne se sauve pas en étant enfin reconnu. Il se sauve le jour où il cesse de réclamer le verdict. C'est un silence étrange, presque sacré, où la quête de prouver s'éteint. Ce n'est plus un abandon, c'est un réveil, la fin du procès intérieur. Les psychologues parlent de réévaluation cognitive, le moment où le cerveau reprogramme ses critères de valeur. Les zones liées à la récompense, noyau accumbens, cortex orbitofrontal, cessent de réagir à la validation extérieure et commencent à s'activer face à l'authenticité. C'est une révolution invisible. Le plaisir cesse d'être lié à la supériorité et se lie à la présence. Le cerveau apprend que l'être a plus de valeur que le faire. Mais cette transformation ne vient pas seule. Elle demande un rituel, une traversée de l'ombre. Le comparé doit revisiter le temple intérieur où il a entendu pour la première fois « Regarde ton frère ». Il doit y retourner, non pour se défendre, mais pour dire à l'enfant qu'il était « Tu étais suffisant, même sans témoin ». Cette phrase, dite sincèrement, réécrit les synapses. Elle dissout l'ancien programme de l'injustice. Dans les traditions mystiques, cela s'appelle l'intégration du double. L'ombre du favori n'est plus un rival, mais une partie de soi. Le comparé découvre que le frère parfait n'était qu'un archétype intérieur, la représentation de ce qu'il croyait devoir être pour mériter l'amour. En réconciliant ces deux figures, il ne choisit plus entre ombre et lumière, il devient entier. Les neurosciences de la compassion confirment cette sagesse ancienne. Les expériences menées à Stanford ont montré que la pratique régulière de l'auto-empathie modifie la structure du cerveau. Le cortex insulaire se renforce, améliorant la connexion entre émotion et conscience. Autrement dit, apprendre à se traiter avec douceur change la biologie du manque. Le corps, habitué à la honte, commence à reconnaître la paix. Mais la réconciliation ne se fait pas dans les grandes paroles. Elle se cache dans les gestes minuscules. Ne plus se comparer devant un miroir, ne plus traduire le silence de l'autre comme un jugement, ne plus chercher à être le meilleur pour mériter le droit d'exister. Ce sont de petites désobéissances au vieux dieu de la comparaison. Chaque fois qu'il désobéit, il se libère. Jung dirait qu'il devient enfin individué, détaché des rôles imposés, relié à son centre. Il cesse d'être le fils du verdict, il devient le témoin du vivant. Son regard change. Il ne cherche plus l'approbation, il contemple. L'autre n'est plus un juge, mais un miroir paisible. Il découvre que l'amour n'était jamais dans le score, mais dans la présence silencieuse entre deux êtres. Le rituel de la valeur retrouvée n'est pas spectaculaire. C'est un matin ordinaire où il se réveille et ne ressent plus le besoin d'être meilleur que quiconque. Le cœur, allégé, bat sans peur. Il ne cherche plus à égaler le favori, car il sait enfin qu'il n'y en a jamais eu. Le monde cesse d'être une balance. Il devient un cercle. Et dans ce cercle, chacun existe à part entière. Les traditions chrétiennes parleraient ici de grâce, le bouddhisme, de libération du cycle de la mesure, la psychologie moderne, de réparation du schéma d'attachement. Mais tous disent la même chose. L'amour n'est pas une récompense, c'est un état. Celui qui le comprend cesse de se comparer, non par désintérêt, mais par plénitude. Et lorsqu'il croise le favori, ce frère, cette sœur, cette ombre d'autrefois, il ne ressent plus la brûlure. Il voit un autre enfant blessé par le même système de mesure. L'un a été écrasé par l'attente, l'autre par le manque. Tous deux ont servi le même juge. Et dans ce regard réconcilié, la guerre prend fin. Le rituel s'achève là, dans le pardon. Non celui qui efface, mais celui qui éclaire. Le comparé devient témoin de la vérité qu'il cherchait depuis toujours, que la valeur n'a jamais eu besoin d'échelle, seulement de conscience. Alors, pour la première fois, il se regarde sans compter. Et ce qu'il voit n'est ni meilleur ni pire, c'est simplement humain.